Les cuirassés sont de véritables monstres des mers. Héritiers directs des navires de ligne, ils incarnent l'un des plus grands bons technologiques de l'histoire militaire. Imaginez un instant, au 19e siècle, des forts côtiers affrontent encore des navires en bois, armés de simples canons à boulets. Et à peine 100 ans plus tard, ils devraient faire face à un dreadnought, un géant d'acier capable de tirer à plus de 20 km. La comparaison peut sembler absurde, ou presque comique, et pourtant, elle illustre parfaitement l'écart colossal créé par la révolution industrielle. Mais alors une question se pose, comment ces monstres d'acier, autrefois symbole absolu de la puissance navale, ont-ils presque totalement disparu des océans aujourd'hui? Depuis des siècles, les hommes s'affrontent sur les mers, et chaque époque apporte son lot d'innovations pour tenter de dominer l'adversaire. Avec la révolution industrielle, un véritable bouleversement commence. La vapeur remplace peu à peu la voile, offrant une mobilité nouvelle et la capacité d'embarquer plus d'armements. Mais à cette époque, les bateaux sont encore en bois, et l'arrivée de boulets explosifs rend ce matériel obsolète. Il devient alors urgent de repenser la protection des bâtiments de guerre. Cette réflexion se concrétise durant la guerre de Crimée, en 1853. La France et les Britanniques innovent pour débarquer sur les terres russes. Ils créent les premiers navires blindés engagés dans un conflit. Ce sont des batteries flottantes, capables d'encaisser des tirs puissants tout en démolissant les positions ennemies. Quelques années plus tard, une autre guerre marque une étape décisive, la guerre de sécession. Face au blocus de l'Union, les États confédérés cherchent à briser l'encerclement et développent leur propre cuirassé, tandis que le Nord réagit immédiatement. Ainsi naissent deux navires révolutionnaires, le CSS Virginia pour les sudistes et l'USS Monitor pour l'Union. Leur affrontement restera célèbre comme le premier duel de navires cuirassés de l'histoire, ouvrant la voie à une nouvelle ère de guerre navale. Pilot Patton, now let's see how close you can get us to her this morning. Aye, Captain. Port 5 degrees. Port 5 degrees. What in God's name is that? That is the test we face. That is the monitor. Set a course to close the monitor. Did the shot come through? No, sir, it didn't come through, but it made a big dent. Look at this. Mr. Green, the captain says to clear your ports and commence firing. Fire! Fire! À partir des années 1870, plusieurs avancées majeures transforment en profondeur la construction navale. D'abord, l'acier se généralise dans l'industrie, permettant de concevoir des coques plus robustes et mieux protégées. Ensuite, les canons à longue portée gagnent en efficacité, grâce à l'apparition de la poudre sans fumée, ce qui augmente la portée et la précision. Toutes ces évolutions relancent l'intérêt pour les cuirassés, et les grandes puissances se lancent alors dans une véritable course technologique. Inspirés du concept introduit par l'USS Monitor, les nouveaux cuirassés adoptent des tourelles abritant de très gros canons, souvent de 305 mm en calibre moyen. Leur cadence de tir reste faible, mais leurs obus peuvent frapper à des distances jamais atteintes auparavant. Pour compléter cette artillerie principale, les cuirassés sont aussi équipés de batteries secondaires, des canons de 120 à 152 mm montés sur les flancs. Leur rôle est de défendre le navire à moyenne ou courte portée, notamment contre des croiseurs plus légers ou torpilleurs, de plus en plus présents dans les batailles navales. Dans la suite de cette vidéo, je vais beaucoup parler de classes de navires, alors laissez-moi vous les présenter rapidement. Tout d'abord le cuirassé, l'unité la plus équipée en puissance de feu mais aussi la plus lourde. Il est lent, mais capable de tirer sur de très longues distances. Son rôle est d'affronter et détruire les cuirassés ennemis dans des combats de ligne. En bref, c'est le cœur de la flotte, le mastodonte. Puis on a le croiseur, plus rapide que les cuirassés, il est peu blindé. Comme le véhicule gagne du poids sur le blindage, il est plus rapide et agile. Il est donc utilisé pour pratiquer des manœuvres plus agressives et plus difficiles à cibler. Il est parfois aussi bien armé que le cuirassé. Ensuite, le destroyer, les corvettes ou frégates, sont plus petits et rapides. Ils servent d'écran de protection au cœur de la flotte. Spécialisés dans l'anti-torpillage et le repérage, ils sont l'infanterie de la flotte. Puis pour terminer, on a les torpilleurs. Petits et très rapides, ils vont essayer de trouver des angles d'attaque pour infliger de lourds dégâts aux bâtiments ennemis. Très légèrement équipés en canons ou armes légères, ils fondent leur attaque sur le lancement de torpilles.
Alors, maintenant que vous savez tout ça, imaginons une bataille navale. Après repérage des troupes, les grands bâtiments cuirassés et croiseurs commencent l'engagement sur de longues portées, tout en se rapprochant petit à petit. Ils essaient de calculer la trajectoire des bâtiments lourds ennemis pour toucher leur cible, sur des distances parfois démentielles. Mais je garde ça pour plus tard. Et la bataille prend une autre dimension pour les torpilleurs et destroyers, qui eux sont focalisés sur le contact, qui se fait parfois à quelques centaines de mètres. Bon, revenons à l'évolution du cuirassé, car vous allez comprendre que ces batailles vont prendre une autre envergure, avec l'arrivée du Dreadnought en 1906. Si on voulait résumer la période de 1870 à 1905, je pourrais vous afficher ces valeurs. Des années 1870 à 85, on tire sur des distances de 1,5 à 3 km. Des années 1885 à 1900, on tire de 3 à 6 km. Et de 1900 à 1905, on tire de 6 à 8 km. Une évolution rapide. Mais alors, quand le Dreadnought arrive, là, on parle de 10 à 20 km de distance typique d'ouverture de feu. On se bat à l'horizon, presque à l'aveugle, en calculant les trajectoires d'obus qui mettent près d'une minute entière à retomber. Et le Dreadnought, c'est un type de cuirassé, né d'une idée très simple. Tous les canons doivent être du même calibre, et si possible, du plus gros calibre disponible. On abandonne donc les batteries secondaires de faible calibre pour se concentrer exclusivement sur le tir à longue distance. La protection au combat rapproché, elle est confiée aux destroyers et aux navires d'escorte. L'objectif est clair, réduire l'ennemi avant même qu'il ne puisse s'approcher. Peut-être que vous vous demandez pourquoi utilise-t-on du gros calibre pour tirer loin ? Et la réponse est simple, plus le calibre est gros, plus l'obus est lourd. Et plus un obus est lourd, mieux il garde sa vitesse dans l'air. Il est moins freiné par la résistance de l'air. Donc, il retombe moins vite. Après la bataille de Tsushima, en 1905, les Japonais comprennent parfaitement l'importance de la supériorité navale. La destruction totale de la flotte russe confirme qu'une puissance maritime peut décider du sort d'un empire, et pousse Tokyo à adopter immédiatement ce nouveau concept de cuirassé à gros calibre. Les Dreadnoughts vont ensuite connaître plusieurs engagements, mais l'un d'eux illustre tout particulièrement l'écart technologique qu'ils imposent. Nous sommes le 8 décembre 1914, en pleine Première Guerre mondiale. Le HMS Invincible et le HMS Inflexible, deux croiseurs de bataille type Dreadnought, armés de canons de 305 mm, affrontent deux croiseurs cuirassés allemands équipés de canons de 210 mm. C'est la bataille des Falklands. Les navires britanniques ouvrent le feu à 15 km, une distance à laquelle les Allemands ne peuvent même pas riposter. De plus, les croiseurs sont plus rapides que les cuirassés, alors les Allemands ne peuvent pas fuir. Ils n'ont qu'un seul choix, ils doivent foncer vers les croiseurs. Mais les Britanniques font marche arrière et continuent à ouvrir le feu. Avant même que les Allemands puissent riposter, l'un des cuirassés est coulé. Le deuxième réussira à rendre quelques coups avant de lui-même couler à son tour. Pour la première fois, on voit clairement les limites du vieux concept de cuirassé classique. Après la guerre, les types Dreadnought deviennent la norme. Mais la cuirasse ne disparaît pas, elle évolue. On renforce massivement les zones vitales, tourelles, passerelles blindées et surtout réserves de munitions. Tandis que le reste du navire reçoit un blindage plus léger pour réduire le poids. C'est aussi l'époque où apparaissent les premiers postes d'observation de tir. De grandes tours installées sur le navire, complétées parfois par des ballons captifs. Preuve que les combats se déroulent désormais à des distances totalement inédites. À la fin de la Première Guerre mondiale, certains navires montent jusqu'à des calibres de 410 mm, et les engagements peuvent commencer à 20 km. Parfois, avant même que l'ennemi n'aperçoive clairement la silhouette du navire qui lui tire dessus. 31 mai 1916, mer du Nord, 250 navires, plus de 6000 canons, deux armadas gigantesques qui vont se chercher dans le brouillard et la fumée. Voici la plus grande bataille de cuirassés de l'histoire, Jutland. Depuis le début de la guerre, l'Allemagne et la Grande-Bretagne se toisent. La Royal Navy contrôle l'Atlantique, et la Kaiserliche Marine est enfermée dans ses ports. Pour briser ce verrou, les Allemands sortent un plan. Attirer une partie de la flotte britannique dans un piège, la détruire, puis revenir au port avant que le gros de la Royal Navy arrive. Au centre du plan, les nouveaux géants d'acier, les Dreadnoughts et croiseurs de bataille. Vers 14h, sous un ciel bas, les éclaireurs des deux camps se croisent. Le temps est brumeux et la visibilité est mauvaise. Personne ne s'attendait à rencontrer l'ennemi ici. Et pourtant, la guerre va s'embraser en quelques minutes. Sur le flanc britannique, l'amiral Beatty commande ses croiseurs de bataille, rapides mais légèrement blindés. En face, l'amiral Hipper, avec des navires légèrement plus lents mais mieux protégés. À 15h48, le premier obus de la bataille est tiré. Et très vite, le duel tourne au cauchemar pour les Britanniques. Le HMS Indéfatigable est touché. Une gerbe de flammes, un silence, puis une explosion monstrueuse.
le navire disparaît littéralement en quelques secondes. Plus de 1000 hommes sont à bord. Puis, c'est le HMS Queen Mary qui explose à son tour. Betty, devant l'horreur, s'exclamera « Mon Dieu, il semble que quelque chose ne va pas dans nos fichus navires aujourd'hui. » En réalité, ce n'est pas le navire le problème. C'est la proportion des équipages britanniques à stocker des charges propulsives, hors des soutes, pour augmenter la cadence de tir. Un obus qui perce une tourelle, et tout le navire devient une bombe flottante. Mais Hipper, dans la brume, ne sait pas encore qu'il fonce tout droit vers le reste de la flotte britannique. Et Betty, lui, fonce pile vers la flotte allemande. C'est un gigantesque balai. 2 lignes de cuirassés, 24 britanniques contre 16 allemands, sont en train de converger. À 18h30, les principales unités se découvrent dans la brume. Des salves de 305 à 380 mm traversent l'air. Chaque tir est entendu à des kilomètres. Tous les navires sont enveloppés de fumée, de flammes et de panique. Les obus britanniques sont plus gros, les canons plus puissants. Mais les navires allemands ont un blindage mieux conçu, plus compartimenté et plus résistant. Le résultat, les Allemands encaissent mieux. Le HMS Warspite, touché 20 fois, continue à se battre. Les cuirassés allemands d'Airflinger, en feu, tirent encore, éventrant un 3e croiseur britannique, le HMS Invincible, qui se brisera en deux. C'est un carnage industriel. À la tombée de la nuit, la bataille devient un enfer absolu. Les destroyers des deux camps lancent des torpilles dans un noir complet. Les projecteurs éclairent un instant navire, puis s'éteignent pour éviter les tirs. Les cuirassés se croisent, parfois à moins de 3 km, sans se voir. À l'aube, la flotte allemande réussit à s'enfiler vers ses ports. Les Britanniques restent maîtres du champ de bataille, mais ils ont perdu plus de navires et plus d'hommes. Alors, qui a gagné ? Militairement, les Allemands ont infligé plus de pertes. Stratégiquement, les Britanniques remportent la victoire. La flotte allemande ne ressortira plus jamais en force. Le blocus britannique continue et finira par affamer l'Allemagne. La bataille aura coûté la vie à plus de 8500 marins. Pendant l'entre-deux-guerres, l'évolution des cuirassés se concentre surtout sur 2 aspects. La portée des canons et le renforcement du blindage. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, après l'exemple de Falklands, l'armure reste absolument déterminante. Les zones vitales sont donc protégées de manière encore plus ciblée, et la coque est divisée en multiples compartiments étanches. Résultat, un cuirassé peut continuer à flotter malgré des brèches énormes. On isole simplement le compartiment touché, on pompe l'eau en continu, et le navire peut encore manœuvrer et combattre. Les explosions catastrophiques des soutes à munitions deviennent beaucoup plus rares, grâce à ces protections renforcées, ce qui donne naissance à des navires capables d'encaisser des dégâts impressionnants, malgré un blindage globalement optimisé, et donc allégé. C'est aussi durant cette période qu'apparaît une innovation majeure, le radar. D'abord rudimentaire, il évolue rapidement en radar de conduite de tir, capable de diriger des salves à 30 km de distance, même sans aucune visibilité. Et ce détail change absolument tout. Pour la première fois, les cuirassés peuvent se battre sans contact visuel. En pleine nuit ou sous un épais brouillard, cette nouvelle façon de mener la guerre navale donnera même naissance à un jeu, inspiré de ces combats à l'aveugle, le toucher-coulé. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les cuirassés atteignent des proportions monstrueuses. Le célèbre Yamato, par exemple, est armé de canons de 460 mm, les plus gros jamais montés sur un navire, et son blindage dépasse les 650 mm d'épaisseur sur certaines zones. Les motorisations progressent elles aussi, plus de puissance, plus de vitesse, plus d'autonomie. Mais cette amélioration des moteurs ne profite pas seulement aux navires, elle profite en réalité surtout à leur nouveau pire ennemi, l'avion. Déjà présent pendant la Première Guerre mondiale, mais encore très limité, l'avion des années 30-40 est transformé. Ses moteurs sont plus puissants, lui permettant de grimper plus haut, plus vite et de voler plus loin. Au point que les canons anti-aériens des cuirassés ne suffisent plus à assurer leur protection. Surtout que désormais, les avions embarquent des torpilles et peuvent à eux seuls couler un navire de 40 000 tonnes. La Seconde Guerre mondiale voit l'essor du sous-marin, mais souvent, les cuirassés naviguent en flotte, bien escortés, ce qui limite les opportunités d'attaque. Le sous-marin se verra être plus efficace pour le renseignement et l'attaque de cibles isolées. Non, le véritable prédateur du cuirassé, celui qui va le condamner, c'est l'avion d'attaque embarqué. Pour donner une idée de la disproportion, on pourrait afficher ses stats. Un cuirassé est égal à 10 croiseurs, qui est lui aussi égal à 50 destroyers, et qui est finalement égal à 500 avions. Autrement dit, une formation aérienne peut engloutir à elle seule la valeur militaire d'un mastodonte de plusieurs dizaines de milliers de tonnes. L'exemple le plus frappant est l'attaque de Pearl Harbor, où l'aviation japonaise inflige des dégâts gigantesques à la flotte américaine. C'est là, et dans les mois qui suivent, que le monde comprend que le cuirassé massif appartient désormais au passé.
Le commandant a donné l'ordre d'abandonner le navire. Les explosions qui retentissent lorsque le Lexington commence à disparaître sous les flots sonnent la fin de l'engagement. La bataille n'a pas de grand vainqueur. Les pertes d'avions sont comparables des deux côtés. Les Américains ont perdu moitié moins d'hommes que leurs adversaires, mais la perte d'un porte-avions donne aux Japonais un léger avantage. Toutefois, d'un point de vue stratégique, l'abandon des plans d'invasion de Port Moresby conforte la réussite des Américains. Dans les deux camps, on surestime le succès. Chacun est persuadé d'avoir eu raison de deux porte-avions. Mais le décodage des transmissions japonaises a permis aux Américains de voir clair dans le jeu de leur adversaire, alors que la marine impériale ne remettra pas ses certitudes en question et poursuivra ses erreurs lors de la bataille de Midway, un mois plus tard. Même s'ils ont effectivement coulé plus de navires que nous, ils n'ont pas eu Port Moresby, ce qui était le but de leur plan de bataille. Les porte-avions ont prouvé qu'ils étaient les instruments essentiels de la bataille. Mais il fallait vérifier une dernière chose. Une flotte entière pouvait-elle être anéantie grâce à la puissance aérienne? Naturellement, il est remplacé par un nouveau roi des océans, le porte-avions, capable de frapper à plus de 200 km grâce à ses escadrilles embarquées. Finalement, l'évolution la plus déterminante dans toute l'histoire de la guerre navale, c'est l'aviation. Elle change tout. La portée, la stratégie, la vulnérabilité, et surtout, la manière de penser la domination en mer. Alors après la Seconde Guerre mondiale, la manière de faire la guerre en mer est totalement bouleversée. D'abord par l'aviation comme je vous l'ai dit, mais aussi par une nouvelle arme qui change tout. Le missile guidé. Le système de guidage devient tellement performant que les croiseurs modernes sont équipés de batteries entières de missiles anti-navires. Et ces missiles embarquent des charges explosives bien plus puissantes qu'un obus classique. Résultat, même le blindage le plus épais n'a pas vraiment d'importance. Avec la précision du guidage, les missiles frappent exactement là où ça fait mal. Sous la ligne de flottaison, ou directement dans la citadelle, là où se trouvent les radars et les systèmes de commande. Ironiquement, le blindage massif devient même un handicap. Il limite la vitesse, réduit l'autonomie, et aujourd'hui on ne peut même plus encaisser les coups. Alors les marines du monde entier tirent la conclusion évidente. C'en est fini des cuirassés. Tout comme pour les chars dans un autre domaine, et ça sera pour une prochaine vidéo, l'armure cesse d'être l'élément central de la conception. A partir de là, la survie d'un navire repose moins sur des plaques en acier gigantesques et davantage sur la détection, la portée, la furtivité, mais surtout la capacité à frapper en premier. Et pour terminer cet épisode, j'aimerais ajouter cette petite anecdote. Peut-être avez-vous vu les Américains investir dans des armes laser énormes sur leurs destroyers. On pourrait trouver cela un peu avant-gardiste. Pourtant, le laser est sur le papier la meilleure option pour se défendre contre une cible aérienne, beaucoup trop rapide pour des balles classiques. Alors l'avenir nous dira si c'était une bonne pièce à jouer, mais maintenant vous savez pourquoi.